Donc, cette prise de parole qui suit une autre prise de parole, et simplement, c'est l'effet du café, c'est l'effet de, je sais pas, c'est il y a des choses. La parole est, on pourrait dire, quelquefois curative, thérapeutique, soignante, apaisante, baumente, un baume sur les blessures de l'âme, les blessures du cœur, les blessures du corps, évidemment, on n'oublie pas le corps, et toutes les blessures possibles et imaginables. Il est évident qu'il ne faut pas s'installer dans la posture de celui qui se sent plus blessé que les autres, qui se sent blessé tout le temps. On va dire qu'il y a un concours de circonstances, une forme de mouvement ascendant ou descendant, en tout cas un mouvement continuel vers une forme de perte de considération, de perte auto-sentiment à soi, de ne plus pouvoir se prétendre. Et puis, d'un autre côté, voir que les autres n'ont plus tellement de considération pour vous-même. Alors, la question est toujours très complexe. Il n'y a pas d'unilatéralité dans le domaine des affirmations. Il n'y a pas d'affirmation qui puisse constituer une figure d'autorité, quelque chose que l'on va installer une fois pour toutes. Les affirmations sont là un certain temps, et puis très rapidement elles sont atteintes d'obsolescence, voilà. Quelquefois une fin prématurée à l'affirmation. Donc il ne faut pas considérer qu'une affirmation c'est quelque chose dont on va se réclamer en permanence. En attendant, ce qui domine, c'est le sentiment d'une forme d'incompréhension. Il y a des gens que l'on a jugés, voilà, d'une certaine façon, bien jugés, et qui se révèlent un peu comme sortis de ce cadre. Ils ne sont pas mauvais, mais ils sont devenus un peu extérieurs. Il y a quelque chose qui fait qui est une véritable occasion pour certains, soit de garder leur statut, soit de prendre le risque de le perdre. Il y a des gens que vous avez jugés comme, on pourrait dire, bienveillants, d'essence bienveillante. Et vous considérez, vous voyez quelques années après qu'ils s'engagent dans des, dans des considérations qui ne sont pas de leur niveau, d'empathie, quelque chose comme ça, qu'ils sont encore, ils sont sur la sortie, pourtant ils font preuve d'engagement. Il peut se passer plein de choses pour les gens d'âge médian et pour les plus jeunes, c'est pas un problème, c'est leur affaire. Moi, je m'occupe pas de ça. Moi, je m'occupe à la rigueur si quelqu'un croit qu'il y a autre chose que la vie terrestre. Je m'occupe de préparer ma place, comme quelqu'un qui dirait je m'occupe de préparer ma couche. Il est tard, je vais pas rester comme ça. C'est bon, d'accord. L'ambiance est bonne, mais moi, il faut que j'aille dormir, parce que demain, j'ai... Donc, préparer son lendemain, qui se situe ailleurs.
Donc, raison de plus, si quelqu'un a prévu, non pas déléguer son corps à la science, mais de se faire incinérer, alors, geste suprême d'une forme d'abandon, de renonciation. On renonce à la possibilité d'être réincarné, d'être rappelé. Donc, à quoi va-t-on protéger? Si ce qu'on a le plus précieux, c'est son corps. Alors après, ce qui est de plus finalement fragile, mais aussi le plus important. Après le reste, les choses qu'on va laisser derrière soi de façon, je veux dire, de façon comme ça. Alors ces choses-là, peu importe ce qui va leur arriver. Si on laisse des possessions, peu importe qu'elles deviennent, qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre, même à son pire ennemi, on s'en fiche. Nous, on n'est pas là. On n'est pas là pour pouvoir être concerné par ces choses-là. Donc la mort, et l'avant-mort, évidemment, doit être, prépare la sortie. Les affaires du vivant, c'est les affaires du vivant. Et moi, je ne suis plus qu'à moitié vivant. Donc, étonné que l'on puisse encore participer d'un pugilat ou participer d'un combat dérisoire. Alors, j'avais pensé dire, on a les combats, et on a les scandales, on a les révoltes, on a les j'accuse, les cris de protestation que l'on mérite, que l'on a. Tout le monde n'a pas connu l'époque de Dreyfus pour pouvoir, évidemment, réagir comme a réagi Zola, etc. Tout le monde. Et après, on a des j'accuse d'un peu moins majestueux, un peu moins glorieux. Voilà, j'accuse un con d'être un ennemi de l'humanité, un ennemi de l'humanisme si l'on veut, un ennemi de la liberté, voilà, simplement. Est-ce que cela a une signification pour quelqu'un qui a dépassé un certain âge? Et quand vous êtes un pratiquant de la dialectique, un pratiquant du verbe, vous ne pouvez pas choisir un jugement plutôt qu'un autre. Les prises de parti ne vous intéressent plus. Vous êtes toujours dans une forme de... Vous ne pouvez plus faire confiance ni aux mots, ni à leur pertinence, encore une fois, à leur capacité de traduire le réel. En tant que le réel est complexe, est multiforme, et même le réel, on pourrait dire ambivalent, mais surtout, il est rotor. Le réel, c'est ce qui va vous comment on pourrait appeler ça, le réel va vous détromper. C'est comme ça. C'est une des facettes du réel que de vous contredire dans les domaines les plus importants, comme dans les domaines accessoires. Alors voilà, quand vous prenez parti, vous engagez dans un combat qui pourrait être un combat presque mineur, un combat périphérique, un combat de troisième grade, de troisième importance, voilà, un combat. C'est quoi, ça veut dire quoi, donc? Je ne sais plus par quoi j'ai commencé, mais en tout cas, les choses que l'on dit, il y a cet étonnement.
Alors sans nommer les personnes en cause, sans donner plus de détails, car ce serait évidemment trop facile d'entrer dans cette arène-là, ça n'a pas d'intérêt. Simplement l'idée de prendre les mots et de ne pas les lâcher. Les mots et de ne pas les lâcher, même si en cet instant je connais un certain essoufflement. J'ai constaté que l'enregistrement précédent n'a pas pris beaucoup de poids au niveau du poids numérique. Alors c'est très bien, donc je me dis parle, vas-y parle. Et puis je constate que quand même le rapport entre l'écrit et l'oral, il est plutôt favorable à l'oral. C'est compliqué de parler en écrivant, d'essayer de convaincre. C'est lourd, c'est presque méticuleux, c'est pesant, il faut respecter des règles, il faut commencer par présenter un tableau général, puis entrer dans les détails, il faut faire des énonciations, il faut développer, et puis les gens qui se perdent dans les majuscules doivent majusculiser quelque chose ou pas, et ça veut dire quoi si je dis si je donne de la majesté ou pas, est-ce que il faut toujours être à côté. La réalité est déjà suffisamment pesante pour ne pas aller la reproduire en parole et en écrit. Il faut être à côté. C'est l'occasion pour se prendre de la distance, de la vraie distance et non pas de la pseudo-distance. Il y a un sort commun aux choses. Les choses sont promises à l'annihilation. Alors, quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide, simplement prenons un exemple très simple. Si je laisse pousser une plante, alors que j'ai la possibilité de l'arracher, de l'interrompre dans sa montée vers sa réalisation. Donc je l'interromps, et puis ça y est, elle flétrit, et très vite, les choses sont réglées. Si je la laisse pousser, donc elle ira immanquablement vers sa fin. Elle fructifiera, mais elle mourra. Est-ce que j'ai un quelconque pouvoir pour stopper ce qui est finalement inscrit dans la réalité intérieure ou dans de la plante elle-même? Donc, qu'on protège ce monde ou qu'on ne le protège pas, il est destiné à se fragmenter, à se dématérialiser d'une façon pour peut-être laisser la place à un autre monde. Un monde, les choses se dégradent, mais cette dégradation n'est qu'une phase de la vie des choses. Les choses se dégradent pour de nouveau se réincarner. La poussière fut quelque chose de beaucoup plus concret, de plus compact. Elle s'est fragmentée. Donc phase poussière, fragmentation, puis phase assemblage, etc. Comme on pourrait avoir quelque chose formé par les coquilles d'êtres. Ces êtres, finalement, ont construit leur coquille, d'après ce qu'on nous a raconté, leur coquille à partir des éléments absorbés dans l'eau. Imagine le côté infime de ces éléments, de ces minéraux absorbés. Donc il en faut... Et alors, voilà, la coquille, par contre, elle est dure. Donc ce qui était invisible est devenu visible et consistant. Mais évidemment, les choses vont se redégrader, peut-être après 1 milliard d'années. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'1 milliard d'années? Certains événements n'en sont pas. Événements totalement transitoires. On passe par une phase, puis après une autre phase. Ça ramène toujours vers le sens réel et la destinée et la raison pour laquelle les choses sont telles qu'elles sont.
il y a un problème d'explication, il y a cette recherche qui n'aboutit pas. Je dis, je fais, et tout ce que je peux faire ou avoir fait ne pourra rien changer à la nature fondamentale qui derrière, qui produit les événements, qui produit les interactions, qui produit ceci ou cela. Donc, je peux prétendre, je peux être dans un moment où je pourrais avoir l'impression d'avoir compris ou d'avoir l'élan. Rien que le fait de nommer les choses pourrait vous donner l'impression de pouvoir en être un peu le chef d'orchestre. Ah non, vous pouvez nommer une étoile comme vous voulez, M420, ça ne veut pas dire que vous pouvez décider du sort de l'étoile. Vous pouvez, un grain de poussière, vous pouvez l'avoir, le mettre comme une paillette d'or, vous pouvez l'avoir, vous ne l'avez pas de façon absolue. Vous l'avez que de façon provisoire, transitoire. Toujours la dimension transitoire, du transitoire. Ce que nous avons, ce que nous possédons, nous l'avons que de façon transitoire. Mon squelette est constitué d'éléments qui m'ont été prêtés. Alors, évidemment, mon squelette, parlons pas de la chair, je parle de ce qui soutient la chair. Après le reste. Donc, la distance par rapport à l'immédiat, par rapport à l'instantané, par rapport au proche, elle est indispensable. Prendre du recul, revenir en arrière pour pouvoir un peu avoir une vision beaucoup plus ouverte, beaucoup plus intégrante, beaucoup plus étendue. Il y a un horizon derrière l'horizon. L'horizon que j'ai en face de moi, perpétuellement, ce n'est qu'un premier horizon. Donc, mais, beaucoup de gens, moi compris, n'ont jamais franchi le premier niveau de l'horizon. Et d'ailleurs, ce qui est propre à l'horizon, c'est que dès que vous avez l'impression de vous en être approché, ben vous constatez qu'il s'éloigne. Donc l'horizon n'est qu'une forme, n'est qu'une abstraction, n'est pas une réalité. C'est nos limites à nous qui ne nous permettent pas de voir plus loin que ce que nous appelons horizon. Donc j'ai un horizon et voici que je m'en satisfais, puisque je ne vais pas chercher à changer la configuration des choses. Donc l'horizon est là, d'une certaine façon il m'appartient, puisque je peux en jouir, et il est là, il reçoit cet horizon, reçoit le soleil, je le vois se coucher, et quelquefois je suis vraiment réjoui, parce que y a un coucher magnifique, des couleurs superbes, vraiment un spectacle de toute beauté. Alors je suis comblé, je ne veux pas savoir plus. Alors, je ne veux pas savoir ce qu'il advient du soleil quand il passe derrière l'horizon, totalement. Je ne veux pas savoir. Alors voilà la question. Donc les autres vous fournissent de la matière première, des sujets, des thèmes, de la stimulation. Et c'est cela, finalement on pourrait dire que l'on a besoin des autres uniquement parce qu'ils participent à votre propre, ils vous dynamisent. Vous pouvez tout seul, finirez peut-être par épuiser votre matière propre. Et donc vous avez besoin d'apports extérieurs. Et c'est en cela que intégrer encore et plus, intégrer, et puis ce qu'on va intégrer, on va pouvoir en disposer selon notre propre personnalité, selon nos usages. Donc, me raconte une histoire, et j'en ferai ce qui me plaira d'en faire. Alors, j'ai oublié le thème qui m'a lancé, je l'ai oublié, je vais quand même essayer de
de passer outre cet oubli. En fait, même quand on annonce que les choses sont complexes, qui sont hors d'atteinte, hors de compréhension, mais même cela, même ces affirmations-là, ces énonciations-là, ou ces énoncés-là, ne sont pas satisfaisants. Et après, moi je cours derrière une arme, pour dire les choses un peu plus prosaïquement, je cours derrière quelques larmes. Je ne demande pas énormément. Je cours derrière un texte que j'ai perdu, un texte en hommage à ma mère, et je cours derrière quelques larmes que je voudrais verser pour ma mère. J'ai pas ces larmes-là. J'ai pas ces larmes. Je n'en dispose pas. Et ma mère est peut-être en train de mourir une deuxième fois ou plus à mon être à moi. Ça y est. Ça me fait plus tellement d'effet. La réalité, la même réalité qu'est la nôtre. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai rencontré un souvenir. Je me suis assuré qu'il était bien à moi, ce souvenir. J'ai rencontré un souvenir. Il avait l'air pressé. Je l'ai arrêté. Je l'ai interpellé. Il s'est tourné vers moi, il m'a regardé. Il a hésité un peu, puis il m'a reconnu. Alors, on s'est approché. On s'est embrassé, on s'est... Mon souvenir, qui semble s'être émancipé, il vit sa vie, ce souvenir. Je lui ai rappelé le bon temps. Oui, ça lui a fait plaisir. Il a semblé sourire, un sourire un peu, pas très, un sourire entre deux. Je l'ai regardé, inspecté. Je l'ai tenu la main. Ce souvenir, il était précieux pour moi. D'ailleurs, je ne voulais pas qu'il devienne souvenir. J'aurais voulu qu'il reste vrai, vivant, et non pas qu'il se transforme en quelque chose d'abstrait, en quelque chose de semi-vivant, semi-mort, et quelque chose d'absent et de présent et d'absent en même temps. J'aurais voulu que je vive sans avoir à me souvenir, en permanence inondé de choses qui font plaisir, en permanence fertilisé, en permanence amendé. J'aurais bien voulu. Pas le temps de s'arrêter pour penser à quelque chose qui serait déjà passé. Pas le temps. Je suis pleinement engagé dans l'instant. Je respire ce qui me plaît, ce qui me fait me sentir fort et hors, comment dire,
et qui me fait me sentir un être, voilà. Donc, comment placer, quand on n'a pas autre chose, comment placer un texte qui semble un poème, qui ressemble à un poème. Et le poème, c'est de placer la narration, de la faire un peu, de la faire tenir un peu dans un cadre, de créer un décalage, d'inverser peut-être l'ordre des choses, et de déplacer ce qui était placé dans un endroit, c'est de changer l'usage habituel des choses, etc. On peut y arriver, on peut ne pas y arriver, simplement c'est une manière là aussi de s'exprimer et d'exister dans la parole. Je reviens puisque je suis un peu atteint par le silence et peut-être par la fatigue. D'une certaine façon, je pourrais dire, comme on partage un moment, de parole, on pourrait partager un moment de silence. Celui qui est capable de vous supporter durant des instants de silence peut très bien vous supporter pendant que vous parlez. Le silence est souvent mal interprété. Qu'est-ce qu'on entend quand on fait silence? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est pas évident, puisque on est toujours pris par les échos de nos paroles. Il y a toujours une parole qui traîne quelque part. Voici le dernier écho de cette parole. Alors, quelquefois, c'est une parole ancienne, et quelquefois, c'est une parole pas si ancienne que cela. Mais tout cela se mélange. Ça n'arrête pas de parler à l'intérieur de soi. Ça n'arrête pas ça n'arrête pas de verbaliser, ça n'arrête pas d'agir et de s'interpeller. Cette idée de la perte, vous avez perdu des gens avant même qu'ils soient morts, perdables, totalement inaccessibles. Ils le sont déjà de leur vivant. Vous ne pouvez pas vous adresser à eux. Vous ne pouvez pas les tenir, les rendre sensibles à vos appels, quels qu'elles puissent être. Il semble qu'il y ait quelque chose qui s'est détaché. Il y a un détachement. Alors, comment faire pour de nouveau s'installer dans la tête et dans l'âme de quelqu'un? Moi, je me rappelle de cet olivier. Cet olivier, c'est compliqué, l'olivier. Donc, si vous venez vous abriter à côté d'un olivier, c'est pas évident que vous appréciez Bien sûr qu'il fait de l'ombre, mais son tronc est pas du tout confortable, l'olivier. Mais en fait, il y avait deux oliviers. Il y en a un qui était un peu éloigné, donc celui-là, mais l'autre, en fait, il s'était un peu divisé. L'olivier
subdivisé ou de mon enfance, il n'a pas cessé de diverger. Aujourd'hui, je ne pourrais pas le reconnaître. Ces deux troncs principaux se sont éloignés, encore plus. Et comme l'être est destiné, l'éloignement est une chose qui fait partie de l'évolution d'une personne comme d'une vous laissez quelqu'un et si vous avez déjà une quelconque divergence avec lui ou avec elle, et cette divergence ne va pas cesser de s'agrandir et de s'affirmer. On pourrait dire que quelquefois la divergence est déjà là. La divergence a préexisté à la rencontre. C'était uniquement la seule chose qu'il fallait faire, c'est de prendre conscience de cette divergence. On arrive quelques années après, on constate qu'elle a pris de l'ampleur, que c'est irrattrapable. Les êtres viennent dans votre vie et en sortent. C'est normal. Ils en sortent quand ça leur plaît. Et ils en sortent parce que vous les en faites sortir, parce que vous voulez peut-être les tester sur une parole. Chiche. On fait un pari. Absurde, évidemment. Mais on fait un pari avec une personne qui n'est même pas au courant qu'on faisait un pari avec elle. Alors le pari, là, il tient des années. Mais la personne que vous revoyez après des années, finalement, vous remet dans les mêmes conditions qui vous ont poussé à faire ce pari. Mais cette fois-ci, il y a une différence de taille, c'est que vous n'allez pas faire le pari sur une décennie ou quelque chose d'approchant, c'est que vous allez le faire durer aussi longtemps que possible. Je n'ai pas assisté à ta naissance et j'assisterai pas à ta mort. Parce que je suis pris par mon pari. Je veux gagner mon pari. Je ne vais pas renoncer comme ça parce que non. Un pari toujours aussi peu mais voilà de quoi quelles sont les choses qui nous importent. C'est des paris sans sens et sans objet presque. Mais voilà. Donc les êtres, une rencontre, c'est la même chose qu'une séparation. C'est aussi l'occasion de voir si on peut tenir pendant les temps de l'absence. Je pourrais dire, je n'ai pas réussi ma rencontre avec quelqu'un, je vais tenter de réussir ma séparation et ma situation hors cette rencontre. Je vais essayer de faire en sorte de réussir au moins cela. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne vous donnent pas envie de les re-rencontrer. Vous n'allez pas risquer de perdre cette manche uniquement parce qu'il vous semble que voilà, vous dites tiens, je vais quand même aller voir. Non, il ne faut pas. Les degrés de sensibilité, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas sensibles, mais ce n'est pas la sensibilité que vous attendiez. Ils le sont, mais à leur manière, selon leurs propres critères, selon leurs propres besoins. Donc parler est une manière
d'agir quand l'agir est rendu impossible. Comme un peu comme on jetterait un sort. C'est une affaire de parole, c'est une affaire de formule. Il y a quelqu'un qui peut-être à ce moment-là est éveillé encore, qui peut être en train de parler à quelqu'un d'autre. Mais moi je viens le rappeler. Je le touche. Il semble ne pas se rendre compte de ma présence, mais je m'en fous. Moi, pendant ce temps-là, je peux le traiter comme je veux, comme je pourrais en avoir envie. Je pourrais le dégrader, comme je pourrais le mettre en grande élévation. Je pourrais le dévaluer comme je pourrais le surévaluer. Alors voilà donc comment la parole elle est quelquefois difficile, et elle est difficile d'établir une forme de cohérence, établir un ensemble cohérent. Il faut tenir parce que c'est une obligation que l'on prend vis-à-vis de soi-même, mais d'une certaine façon, on pourrait dire avoir des ennemis, ça démontre que vous avez une vie sociale riche. Avoir beaucoup d'ennemis. Avoir beaucoup d'amis, c'est aussi, c'est pareil que d'avoir beaucoup d'ennemis. Mais n'avoir ni ennemis, ni amis, n'avoir que des gens qui vous dédaignent, ce n'est pas de l'inimitié, ce n'est pas, je sais pas comment le nommer. Vous devez travailler pour affirmer votre existence, malgré ces négations et ces dénégations, malgré cette il y a des gens qui sont tellement proches que vous pourriez les toucher, mais non, vous allez vous en empêcher parce que c'est... Il y a comme une sorte de jeu comme ça, de volonté très très... Bon, je sais pas, qui... voilà. Ma volonté sera plus forte que la tienne. Je ne ferai pas le premier pas. C'est un test pour la volonté. Alors, la volonté, non pas de puissance, mais la volonté d'exister. La volonté de se prouver qu'on a de la valeur. De ne pas se déclarer en faillite, de ne pas se déclarer en dépassement, de ne pas se déclarer en déshérence. J'ai encore une mission, j'ai encore un projet, j'ai encore du désir, j'ai encore quelque chose à bâtir, à construire, à monter, et voilà. Ce n'est pas de l'ordre de la tour de Babel, mais quelque chose Babel, quelque chose de cet ordre-là. On veut construire quelque chose de fort qui se fait remarquer dans le paysage, quelque chose qui frappe par sa puissance, par sa monumentalité, et qui peut, qui peut vous survivre. Voilà, la tour de Babel n'a pas survécu, mais pendant des millénaires, mais quand même. Donc un certain temps, quelque chose qui était de vous, qui est une extension de votre volonté, vous survit. Et déjà une sorte de récompense, anticipée, voilà.
Alors le compagnonnage avec les mots, un compagnonnage que, évidemment, en permanence, on se teste. On essaie de voir si on a ce mot-là en magasin. Alors, on cherche, et on est là, tout en tâtonnant, presque dans l'absence de lumière, dans l'absence de clarté, on cherche ici ou là, et on met la main sur une chose. Et on essaie de deviner ce que c'est. Donc les mots que l'on met comme ça dans un dispositif qui n'est pas structuré par un thème principal, quelque chose qui évolue d'elle-même. Là, comme plus on doit en faire, et si on tombe sur quelque chose, on s'en sert pour passer à une autre. Des échelles, plein d'échelles, au lieu d'en avoir une seule, on utilise toutes sortes d'échelles et toutes sortes d'éléments pour monter quelque part, pour avancer. Mais même si on constate qu'on n'avance pas, qu'on fait du surplace, ce n'est pas grave. Faire du surplace, c'est aussi une façon de se déplacer. Alors on essaie de se découvrir différent. Est-ce que je suis capable d'être différent de moi-même, façon que j'ai dénoncée. On peut revenir un peu vers ce désir, un peu comme ça, un peu d'être infidèle à soi-même, d'aller contre ses propres automatismes, de ses propres inclinations, être contraire à soi. Alors, simplement pour essayer d'aller vers la facilité, et comme il y a encore un peu de place, alors pourquoi ne pas s'attaquer à ce thème du semblable et du jumeau que l'on n'a pas connu. Est-ce que, comme on peut être porteur d'une faute première, une faute fondatrice, alors toute la lignée d'Adam est héritière du fait de la faute des pères, d'un père et de la mère, la faute première. Alors, on pourrait dire que il y a ce sentiment de manquer. Je fais dans la facilité, hein, comme je suis arrivé au bout de ce que je pouvais dire, donc je choisis la facilité. Donc le thème est facile à mon goût. Après, dans les faits, je ne sais pas si je vais bien m'en sortir ou pas. Donc le thème de la gémellité supposée dans le ventre de la mère. Et Dieu sait la considération et le statut que je donne au ventre maternel. Pour moi, le lieu paradisiaque par définition. Le lieu de ressourcement est presque le lieu du retour. Alors, simplement, j'aurais bien voulu un désir récurrent, un désir installé, c'est celui de n'avoir jamais quitté le ventre maternel. Aucun intérêt pour la vie hors du corps de la mère. Aucun intérêt pour tout ce que j'ai pu connaître ou vivre ou approcher. Aucun intérêt. Fondamentalement, il n'y a rien. Hors ventre maternel, il n'y a rien. Il n'y a aucune vérité, il n'y a il y a rien qui puisse équivaler, enfin, égaler rien. Et donc, dans ce corps idéal, j'imagine qu'il y avait quelqu'un. J'ai toujours imaginé, enfin depuis que j'ai commencé à le faire, imaginer un autre garçon, un autre mâle, un autre moi-même mâle. Mais j'ai pas imaginé une fille, une dimension, une partie de moi fille. Simplement, et comme le sentiment
je sais pas, quand on est peut-être droitier, on a envie de se tourner vers quelqu'un pour lui dire quelque chose. Cet angle ouvert, quand on est droitier, ou alors l'angle ouvert, l'angle fermé sur la gauche. Alors, angle ouvert, de regarder, d'avoir toujours quelqu'un à côté de soi pour les cas où on aurait besoin de faire appel au talent et à la personnalité ou à ce que l'on n'a pas. L'autre vous complète bien ou pas bien, mais il vous complète. Vous n'êtes pas entier par vous-même. Et l'autre aurait pu me compléter et m'épargner toute cette souffrance de m'être senti toujours incomplet, manquant de quelque chose. Alors évidemment, je me suis jeté dans les bras de quelques garçons de mon âge, mais ils furent pas nombreux, il y en a eu finalement qu'un seul. Et alors, j'imagine que c'est peut-être la même chose de son côté, mais je me serais épargné plein de choses. Et aujourd'hui, la fin, c'est toujours la même chose. La fin est terrible parce que c'est toujours, on vit en permanence, on revit l'absence de cet autre, de ce complément, de cette partie qui est essentielle à soi. On sait d'expérience que l'on ne peut pas voir de soi-même, on ne peut pas voir son dos. Donc quelqu'un d'autre va vous renseigner sur l'état de votre dos. Quelqu'un va vous renseigner, va vous épargner de devoir vous multiplier. Il assurera vos arrières comme vous assurerez ses arrières. Il est là pour pallier à vos manques, pour pallier à vos déficiences, à vos incohérences, et vous faites pareil pour la même chose. Évidemment, ça ne sera jamais parfait, mais au moins il y a quelque chose de l'ordre du mutuel. C'est travailler pour le bénéfice commun de cet organisme un peu à part. Cet organisme qui est composé de deux organismes, indépendants de fait, mais en même temps interdépendants. Voilà, alors on pourrait très bien m'opposer la chose ou l'argument que j'aurais pu connaître cela et en être privé. Et ça aurait été encore plus dur. Donc je vis comme l'on vit sur une rencontre hypothétique. Alors quelquefois, donc en effet, nos désirs s'incarnent dans des gens qu'on a rencontrés. Mais ce n'est pas les gens auxquels on s'attendait. Il y a quelqu'un que l'on n'a pas encore rencontré. On aime et on s'accroche et on s'attache parce qu'on s'habitue. Mais autrement, quelle est la personne que quelque chose en nous très profond aurait désiré dès le premier regard, ou vraiment désiré en permanence? Quel est cet être? Donc, à part la mer, et c'est toujours la mer, alors quelque chose de semblable à la mer, ou quelque chose de différent de la mer, radicalement différent de la mer. Alors quelle est cette chose que l'on sait, voilà, donc l'image, c'est un puzzle, l'image composée ou composite d'une personne. On va accoler quelque chose, quelques traits de caractère, quelques éléments physiologiques, quelque chose, et ça sera un être un peu une chimère, un peu une sorte de créature, on pourrait, voilà, on est une sorte de Frankenstein en ce qui concerne l'être à aimer, ou l'être on construit, l'être qu'on a aimé, l'être qu'on a rencontré. Après, ouais, voilà, je parle en termes
en termes, là, le nez est comme ça, là, les lèvres sont comme ça, le menton est comme ça, les yeux sont comme ça, le regard aussi est à sa place, les oreilles, la tête, le reste du corps, donc la grandeur, la taille, la masse même, la façon de se déplacer dans l'espace, la façon de parler, la façon de rire, la façon de sourire, la façon de tenir face à quelqu'un, de tenir ferme, tout un tas de choses, tout un tas d'éléments constitutifs d'une personne. Après, évidemment, on les a rencontrés, on les a personnifiés dans des gens très différents. Mais quelqu'un qui rassemblerait tout cela, tout ce que l'on peut avoir en tête, ou présent, ou relativement caché, dissimulé. Oui, voilà le concept des choses dissimulées. Au lieu de parler de l'inconscient, nous parlons du dissimulé. Les choses qui restent tout à fait avec soi, à côté de soi, mais qui sont un peu cachées, dissimulées. Alors il faut lever le voile, quelque part. Et quelquefois, il y a plusieurs voiles, donc il faut faire un effort, ouais, il faut attendre peut-être qu'un vent soudain, un vent venu de nulle part, un peu fasse, comment dire, enlève, met de côté les voiles, et puis voilà, vous êtes devant quelque chose qui vous était dissimulé. Donc la chose est une quête de soi, mais une quête du différent qui est aussi une image, non pas inversée, mais non pas l'autre en miroir, j'ai envie d'utiliser ce mot, mais ce n'est pas une inversion, ce n'est pas une réplique, c'est quelqu'un. Souvent vous avez un désir, et vous l'exprimez d'une certaine façon. Et en général, les gens vous jugent parce que vous avez, de par cette façon, de par vos expressions, de par ce que vous avez dit. Mais en fait, vous auriez voulu soit dire les choses différemment, soit apporter une rectification. Mais vous n'avez pas, vous avez fait avec ce que vous aviez sous la main, vous n'avez pas envie de faire un effort, et puis la rectification vous paraissait, je sais pas, c'est pas la peine que je rectifie, donc pourquoi faire? Mais la rectification aurait été importante. Donc l'autre rectifiera à votre place, ou vous rappellera qu'il faut quand même rectifier. Il y a quelqu'un qui normalement, quoi qu'il vous dise, cela ne vous fera pas, ne vous heurtera pas. Quoi qu'il pourra vous dire, c'est, on va dire, c'est dans votre intérêt. Quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas en rivalité, ni en compétition, ni en rien. Mais alors comment faire exister cet être malgré son effectivité quelque peu aléatoire, quelque peu hypothétique? Alors la gémellité, voilà, c'est le ventre maternel. C'est vrai que j'ai quelques souvenirs de mon enfance, mais très peu nombreux, très peu, mais pas de souvenirs intra-utérins. Alors cette phase-là, mais totalement, comment dire, ailleurs de ma mémoire. Peut-être que je l'ai quelque part dans une mémoire autre, une autre dimension de la mémoire, mais oui. Alors toujours la quête de la larme à verser, la quête du regret que rien ne pourra atténuer. On va dire ce qui fait peut-être la dimension de l'homme, la véritable dimension
c'est ce qu'il aura accumulé comme regret. Ah oui, moi je vis avec 2 tonnes de regrets. C'est quelque chose. C'est pas pesant. Si, c'est pesant en même temps. Ça me permet d'avoir quelque chose pour meubler mes jours et mes nuits. J'ai ça. C'est mon capital. Un capital qui n'est pas monnayable. Un capital, tout ce qu'il y a de plus insaisissable en quelque sorte. Mais je suis obligé de me revendiquer. Quand vous avez eu votre mère pendant un certain temps, et puis même quand vous l'avez eu, rien que vous, avant tous les autres, vous n'avez pas eu à partager quoi que ce soit. Le sein maternel, vous l'avez eu, rien que pour vous. Et puis vous avez eu votre mère, rien que pour vous. Évidemment, l'intérêt pour la mère, ce n'est pas un intérêt que l'on voudrait simplement réserver. C'est une chose que l'on a envie de partager avec les autres. C'est ce qui est une façon d'être reliés. Nous sommes tous nés d'une mère et nous avons des sentiments forts, quelquefois un peu compliqués, mais je pourrais même dire ambivalents, mais je ne le dirai pas. Mais c'est compliqué. Voilà, ambivalent dans le sens peut-être on aurait envie de s'en détacher, que c'est trop lourd, le lien qui nous unit à notre mère. C'est en même temps, quelquefois elle est trop présente, quelquefois elle est omniprésente, voilà. Alors, et puis, une autre dimension de ce rapport à la mère, c'est quand la mère n'est plus. Et à ce moment-là, comment avoir rapport à elle? La déclarer sainte d'office, sainte mère, sans qu'elle soit passée par les divers stades de l'examen de sainteté, hein, déclarée sainte par nous-mêmes, de fait, pas sainte mère qui est aux cieux, veuillez entendre ma prière, Sainte Mère. Il me semble que je défaille, il me semble perdre pied. Ah, je ne sais pas où aller, je ne sais pas qui appeler, qui prier, comment demander de l'aide. Mère, Sainte Mère, donnez-moi de la force. Faites en sorte que je puisse me rattraper, me reprendre. Voilà, j'ai besoin de me relever, de me remettre sur pied. Alors, si tout le monde m'a abandonné, vous, Sainte Mère, vous
m'abandonneriez jamais, même morte. Même là-haut dans le ciel, il me semble que vous veillez sur moi. Il me semble que vous veniez prendre soin de moi. Quelquefois, je trouve mes draps, je trouve que mes draps ont glissé. Il me semble qu'une main, la vôtre, Sainte Mère, est venue le remettre pour que je n'ai pas froid. Il me semble qu'à chaque fois, j'ai envie d'abandonner, de lâcher. Il me semble vous entendre me murmurer tout au fond de ne pas le faire, de tenir quoi qu'il faut. Vous voudriez être fier de moi, Sainte Mère. Je ne sais pas comment je pourrais faire cela. J'aimerais vous prouver que je suis un bon fils. Et comment? Que finalement, j'ai compris certaines choses. Mais que c'est trop tard. J'ai compris trop tard. Alors, aurais-je droit à votre pardon, à votre mansuétude? Sainte Mère, aurais-je droit à une seconde chance? Aurais-je droit à une amnistie où il faudra que je paye jusqu'à la fin de mes jours et plus encore? Dois-je craindre l'enfer? Ou alors, mon cas n'est pas désespéré, il y a des chances pour que je sois épargné. Faites, Sainte Mère, pour que je sois épargné. J'ai fait ce que j'ai fait, pas par volonté de nuire ou de mal faire. C'est vrai, j'ai été dépassé. Beaucoup d'orgueil et beaucoup d'insouciance. Ça se paye lourd. Oui, Mère, Sainte Mère, s'il vous plaît. S'il vous plaît, protégez-moi. Car ce qui m'attend est sûrement très éprouvant. Voici donc, oui, j'aimerais pleurer ma mère, ma Sainte Mère. Je n'y arrive pas.